Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis d'accueillir Monsieur François Durif dans le cadre du festival Hors Limite au sein de la Bibliothèque universitaire de Paris 8. Merci Monsieur Durif d'être venu jusqu'ici. Donc vous publiez ici votre premier roman-texte, en tout cas. Récit, voilà, qui s'appelle Vide sanitaire, que je montre ici, qui est aux éditions Gallimard Verticale. Et donc je vais lire immédiatement le début. Vous voulez travailler avant ou après la mort, m'a demandé sans sourciller la dame du bilan de compétences, et moi, comme un con, j'ai répondu après. Moi, c'est ce qui m'a fait acheter le livre, bien sûr. C'est comme ça que je me suis retrouvée à œuvrer pendant 3 ans dans les pompes funèbres. Et voilà, c'est un texte tout à fait excellentissime, qui tient à la fois du récit autobiographique, de la balade, parce que M. Durif fait des promenades performances dans les cimetières, notamment au Père-Lachaise, mais pas que. Et il y a aussi beaucoup de références à des textes inspirants, ceux de Ponge ou d'autres. Et il y a, au fur et à mesure des questions que je vous poserai, je me permettrai aussi de faire remarquer des phrases que j'ai trouvées très remarquables et qui m'ont donné à réfléchir. Donc je vais vous poser la première question. Vous avez été artiste plasticien pendant des années, et puis après vous êtes devenu croque-mort. Et vous dites, je préfère me présenter ainsi, dire que j'ai été croque-mort plutôt que de m'afficher artiste, alors que spontanément on aurait tendance que pour, je sais pas moi, séduire. Votre attention s'il vous plaît. Dans le cadre de la semaine des langues vivantes, la bibliothèque organise ce soir un café langue. Vous pouvez venir seul ou à plusieurs, discuter dans la langue que vous souhaitez. Des locuteurs natifs sont là pour vous accompagner en français langue étrangère, en anglais ou en arabe. Un buffet est proposé. Merci de votre attention. Oui, je disais qu'on pensait qu'artiste, séduire les filles et les garçons, c'est peut-être mieux que croque-mort, et vous dites l'inverse. Vous pouvez nous expliquer ça. Oui, je dis que socialement, ça m'est plus facile de me présenter croque-mort qu'artiste, parce qu'effectivement, souvent je disais plutôt, j'ai fait les beaux-arts, je n'arrivais pas à dire je suis artiste. C'est pas si facile de dire je suis artiste, je suis poète. Votre attention s'il vous plaît. Ah oui, c'est beaucoup, le café langue se déroule ce soir de 17h à 19h en salle noire. Merci. Pardon. Oui, donc je disais que ça m'était plus facile, en effet, et parce que, pas par modestie, mais un peu par forme de pudeur et aussi de jeu social. Je vois pas pourquoi l'artiste aurait plus droit à une attention qu'un comptable ou quelqu'un d'autre. Et sentiment aussi que quand on est dans les soirées, il y a une majorité d'artistes. On est assez pénible, on est un peu travaillé par les mêmes trucs et on siffle un peu. Il y a ceux pour qui ça marche un peu, d'autres moins. Et j'aime pas cette concurrence. Et donc du coup, quand on se présente croque-mort, tout de suite ça décale. Et finalement, les gens ont toujours quelques questions à poser. Et du coup, ça enclenche une conversation qui est un peu moins. C'est pas, t'as des projets en ce moment. Oui, c'est des questions qu'on a souvent, même quand je faisais une exposition. Souvent, les gens ne me parlaient pas de l'expo. Ils me demandaient, tu as des projets en ce moment. Oui, c'est des choses. Donc alors que croque-mort, voilà, tout de suite, ça. Alors, les gens, souvent, comme j'avais fait les beaux-arts, pensaient que j'avais été thanatopranateur, que je m'étais occupé donc, des morts. Et donc, très vite, là, je rectifie en disant non, dans l'agence dans laquelle je travaillais, j'accompagnais les familles pour qu'elles accompagnent au mieux leurs morts. Donc, je travaillais avec les vivants. Ça m'a donné un accès à l'intime et un accès aux vivants, tout en restant à ma place. Voilà. C'était un truc de place dans la cité, tout ça aussi un peu. Et finalement, très vite, dans les mois et les années qui ont suivi les Beaux-Arts, j'ai senti que j'allais pas réussir à me frayer un chemin dans ce milieu-là. Voilà. Et j'aimais pas forcément non plus le public de l'art contemporain. Vous voyez, enfin, ça m'était un peu... Et c'est pour ça que j'ai mis cette citation de Michaud, terrain trouvé, vient le placement, parce que je pense que l'artiste a tout à gagner à se déplacer sur des terrains où on l'attend pas, où il n'a pas besoin de revendiquer son statut. Où voilà, il peut agir incognito.
Donc moi, c'était mettre ma stabilité au sein des gens. Et tout d'un ce que j'avais, je me sentais assez bricolé comme personnalité aussi. Le de temps que j'avais eu pour lire, pour voir des exploits cultivés aussi, et ben là, je le mettais au service de cet accomplissement des d'amis que je recevais. C'était en fait. Et là, du coup, mes défauts devenaient des qualités. Et vous voyez, enfin, j'étais plutôt finalement, oui, rendu de neuf. Et oui, j'ai l'impression que ça a libéré des choses en vous. Et justement, je voulais vous demander, parce que vous m'avez dit, moi j'aimerais bien faire une lecture performance ou... Non, je suis content d'avoir, vous voyez, content d'avoir quelqu'un aussi en face de moi qui veut des Bon, d'accord. Non, donc tout à l'heure, je pourrais vous en lire un petit bout. Vous voulez le faire? Ah bah oui, moi je veux bien, oui, j'attends ça avec impatience. Oh non, je ne vais pas, parce que la dernière fois, justement, j'étais pas content que je lis toujours un peu les mêmes fragments. Ouais. Donc, et du coup, j'étais moins ce que je lisais, parce que du coup, j'avais le sentiment... Ouais, parce que ce livre a apparu il y a déjà 6 mois. Donc je suis plus tout à fait dans la même émotion. Et dans ce texte, effectivement, il y a plusieurs humeurs, on va dire. Et donc je vais vous lire un texte que je vais pas trop le... J'ai pour lire. Alors, c'est le temps que vous voulez. Bon, je vais vous lire juste ce petit passage, parce que j'avais envie de vous parler de David Wojnarowicz, qui est un écrivain que j'aime beaucoup. Donc je vais vous lire ce petit passage. Dans l'humeur du jour, il arrive que se mêlent à mes histoires de croque-mort, mes histoires de PD. C'est vrai que lors de certaines promenades au Pas-Lachaise, je me suis permis d'en glisser quelques-unes. Comme si le petit PD endormi avait trouvé un abri derrière les atours de thé d'un croque-mort aguerri. Parmi les costumes et livrets, j'ai donc choisi celui-ci gonflé un peu. Au café Justin l'an dernier, en amont de la promenade proposée le jour des déjeuners, je me suis aperçu, en écoutant l'enregistrement qu'on avait fait à Golène, que je leur ai cul aux 4 dames devant moi, en leur carrousel du Louvre et de l'usage qu'en ont les pays. À chaque fois, je suis surpris du vif intérêt que cela suscite chez mes interlocuteurs. Comme si, par mon récit, elles s'immiscent dans une réalité à laquelle elles n'ont pas accès d'ordinaire. Au moment d'élaborer la série des promenades en hétérotopie, l'idée de proposer des promenades PD m'a traversé, en temps de l'écriture inclusive pour ratisser large. Je pressentais que ces dérives désirantes pourraient trouver leur public, d'autant plus être P et D sont déjà contenus dans le mot promenade. Au fond, ça me trace depuis cette citation du journal de Kafka que j'avais mise en exergue de mon diplôme aux Beaux-Arts. L'art se sacrifie et s'annule lui-même. Ce qui est fuite devient prétendument promenade, voire attaque. Aussi ai-je toujours été ému par la figure du célibataire kafkaïen, pas foutu de fonder une famille, foutu de fonder quoi que ce soit, comme sans attache, sans but précis dans la vie, réduit à une sorte d'errance, une vie de PD en quelque sorte. Ainsi, les lieux de drague intramuros que j'ai fréquentés dans les années 90 ont été pour la plupart biffés de la carte, rendus à leur destination première, de parcs ou de lieux réservés aux badauds, joggers et papas poussant poussette. Exit les PD et pervers de tout poil, contraints de s'engouffrer dans les sous-sols pensés pour eux, avec taxes à payer à l'entrée. Comme ça, on sait où ils sont. Ils ne sévissent pas dans l'espace public. On ne court plus le risque d'attentat à la pudeur ou de détournement de mineurs. Tous aux abris. Au moment où j'expérimentais ces lieux de drague, le sida sévissait. Le danger était là. C'était la toile de fond. À la peur de tomber sur un gars qui ignorait sa séropositivité, s'ajoutait celle de se faire tabasser par des types venus casser du PD pour évacuer leur humeur noire. Du jardin des Tuileries à celui du Trocadéro, du quai d'Austerlitz aux Sablières, il y avait de quoi arpenter des heures ces contre-espaces, aiguiser son regard et apprendre comment s'y faufiler, repérer les entrées, les sorties. Un PD sur un lieu de drague perçoit le monde alentour d'une toute autre façon qu'un touriste égaré au même endroit. Un théâtre d'ombre, une esthétique qui va avec, une forme de romantisme à laquelle je n'étais pas non plus insensible durant ces années d'apprentissage. Tout compte fait, je ne sais pas quel sens cela pourrait avoir d'arpenter aujourd'hui ces lieux tombés en désuétude avec un groupe de promeneurs.
À quelle sorte de montage littéraire faudrait-il avoir recours pour que cela tienne, sans vouloir assouvir l'appétit parleur ou le côté voyeur? Je ne vois pas comment restituer quelque chose de ces années sida, de ces vies bousillées, de ces désirs circonscrits, des pauvres airs au feu follet. Non, finalement, ce n'est pas une bonne idée. On ne peut s'y rendre comme s'il s'agissait d'une mémoire. Pas de mémoire sans désir. Qui veut comprendre quelque chose de l'intensité du deuil et de la colère qui a envahi les corps et les esprits des êtres homosexuels victimes du sida n'a qu'à lire ou relire David Wojnarowicz, Au bord du gouffre, qui, dans sa rage, avait imaginé des enterrements politiques afin de réveiller les consciences du plus grand nombre et de traquer jusqu'à leur porte les responsables de l'hécatombe. Aujourd'hui, il a droit aux cimaises de musées prestigieux, alors qu'à l'époque, il était un artiste activiste et un poète dont le cri n'était audible que par quelques-uns. Avec la distance qui nous sépare aujourd'hui des années sida, il me semble d'autant plus nécessaire de revenir à des combats comme le sien, car ce monde préfabriqué qu'il dénonçait perdure et produit d'autres dégâts. Et je vais vous lire justement un peu plus long, un extrait un peu plus long Au bord du gouffre, c'est ce livre. Et je vais vous lire ce petit passage, je vais lire un peu plus long que long. Le fait de rendre public quelque chose de privé a de répercussions sur le monde préfabriqué. Le gouvernement cultive jour après jour l'illusion d'une nation monoclanique. En rendant publique la douleur que nous ressentons en privé devant la perte de nos amis, de nos proches, de nos amants inconnus, nous en ferions un puissant instrument de démantèlement. L'une des premières mesures à prendre pour rendre publique la douleur privée passe par le rituel des obsèques. J'adore la manière dont les cérémonies funéraires se réapproprient l'absence d'un être humain pour la rendre quasiment palpable par la musique. Ces 5 dernières années, j'ai assisté à un enterrement et au cours du dernier, je me suis surpris à éprouver un sentiment proche de la rage. Lors de la cérémonie, je me suis rendu compte que j'avais déjà croisé la plupart des personnes réunies dans l'assemblée à d'autres funérailles. Et c'est le peu de résonance qu'avait la cérémonie en dehors de la pièce où elle se déroule qui m'a rendu furieux. Une pub télé pour des essuie-tout à tout montage d'impact sur la société. Je suis parti, car j'avais peur de me dire à réprimer mon envie de hurler. Les personnes frappées par l'épidémie ont tendance à se fliquer entre elles et à décréter quelle est la marche à suivre et la perte. Cela m'est insupportable. J'ai peur que se transforment insidieusement en croque-morts professionnels, guettant le dernier soupir de leur amant, leur ami et leurs voisins, peaufinant leur funèbre, préférant les rituels macabres à des vies pourtant simples, hurler les rues, par exemple. L'urgence de la situation inquiète, car on perçoit la mort qui terre où l'avaient relégué les chanceux, ceux qui avaient le temps d'en faire abstraction. Imaginons que les proches organisent une manifestation chaque fois qu'un amant ou un inconnu meurt du sida. Imaginons qu'à chaque fois qu'un ami ou un inconnu meurt de cette maladie, ses amis ou ses voisins s'emparent du corps, foncent vers Washington DC et franchissent en trombe le portail de la Maison Blanche et s'arrêtent dans un crissement de pneus pour déposer le linceul sans vie sur les marches du perron. Qu'il serait réconfortant de voir ses amis, ses voisins, ses amants et ses inconnus marquer le lieu et l'époque et l'histoire d'une pierre. Au fond, ces sentiments d'urgence et de manque n'appartiennent qu'à moi. Au fond, le croquis symbolisant la révolte d'un individu face à l'épidémie m'émeut et me comble de joie s'il est exposé aux yeux du public. Au fond, le moindre des résonances qui prennent dans toute leur diversité. Au fond, chacun d'entre nous doit trouver sa propre forme d'action et d'expression. Il ne faut jamais s'en remettre aux médias pour refléter nos personnalités, nos besoins, notre état d'esprit. Au fond, si nous sommes suffisamment nombreux, nous parviendrons à brouiller vite et à écarter les rideaux qui protègent la tour de contrôle. Voilà, c'est un livre très important. Et on le trouve plus beaucoup, malheureusement. Enfin, on doit le trouver encore sur... Et pourquoi j'ai envie ce soir plutôt que cette discussion ait cette tonalité-là aussi un tout petit peu. Vous voulez dire autour des années sida ? Non, mais c'est parce que moi-même, juste avec le recul, que j'ai toujours été extrêmement pudique par rapport à l'homosexualité, par rapport à... J'ai jamais été quelqu'un, mais c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris, c'était en 2009.
et qu'on était en plein dedans. Et qu'effectivement, qu'à l'âge que j'ai... Enfin, je ne pensais pas que j'atteindrais l'âge que j'ai aujourd'hui. Et donc la mort est effectivement assez présente. Enfin, elle était un peu en toile de fond et associée au désir. Et effectivement, après, comme tout le monde dans la vie, j'ai assisté à des obsèques qui étaient vraiment rien. Et à un point que ça semble donner... La première personne, après, c'était mon grand-père. Et après mon oncle. Mon oncle, ça avait été vraiment la première fois que j'allais dans un crématorium à Clermont-Ferrand. Et on n'avait rien préparé. Et donc, on était confrontés au vide. Et donc, il y avait un radiocassette dans un coin, un requiem de Forêt. On a attendu en salle d'attente. On n'avait rien à se dire entre nous. On a mis l'urne dans le coffre. On est au resto. Et dans ma tête, je me dis, c'est peut-être à ce point rien quand même. C'est pas possible, quoi. Et je crois que ça m'a marqué. Et après, ça a fait son chemin. Après, c'est vrai que je m'aperçois que je suis un petit peu... J'accumule des couches comme ça. Et à un moment donné, là aussi, j'ai eu besoin de quelqu'un en face de moi, cette dame du bilan de compétences, où je voulais sortir du monde de l'art pour gagner ma vie. Et cette femme a eu cette intuition. Et elle m'a tiré du côté de la vie, en me faisant aller vers un métier. Voilà, c'est ça que je voulais aussi transmettre dans ce texte. Parce que souvent, dans les récits, dans les romans, il y a la figure du croque-mort qui apparaît. Le pauvre gars, il en prend plein là. C'est vraiment le type maladroit, un peu pâteau. Enfin, il est un peu un peu d'un burlesque. Et finalement, quand vous le vivez de l'intérieur, il faut accepter ça. Il faut accepter d'avoir ce côté un peu ridicule, un peu machin. Mais à un moment donné, voilà, moi, cette agence où j'ai travaillé, j'avais la chance d'accueillir les familles d'un bout à l'autre. Autrement, je remis, j'ai des cérémonies. Pendant 5 jours, j'étais seul interlocuteur. Et donc, il y a une confiance. Donc, j'ai appris aussi ce que ça veut dire le mot confiance. C'était très important, ça. Voilà. Donc, mais c'est vrai que voilà, j'avais envie c'était pas de réhabiliter la figure du croque-mort, mais en tous les cas, de pas arriver par folklore. Voilà, il y a associé, en fait. Voilà, c'était surtout ça. C'est une très belle méditation de la figure du croque-mort. C'est... Et en fait, vous avouez parler de mort, c'est un peu comme parler de cul, ça intéresse tout le monde, surtout en fin de soirée. J'ai trouvé ça tout à fait excellent. Oui, je me dis, il y a l'humour, mais et on sait qu'effectivement, Kéros et Thanatos s'entendent bien. Et visiblement, Thomas Hirschhorn, avec lequel vous avez travaillé pendant des années, c'était l'inverse de ce que vous souhaitiez, puisque chez lui, il s'agissait de faire vite, mal, énergie oui, qualité non, et noter le mantra de Thomas. C'est vrai? Et comment avez-vous pu supporter ça? J'ai appris, d'une part, c'était façon pour moi de gagner ma vie, dans un premier temps. Et c'était pas un artiste que j'admirais par ailleurs. Enfin, je connais son travail même au début, quand je suis arrivé à l'atelier. Au départ, je devais être là juste quelques mois pour dépanner. Et puis après, il a apprécié comment travailler. Et puis moi, j'avoue que j'étais payé 30 € de l'heure. Normalement, j'étais payé 10. Et son travail était plutôt agréable à faire. Il nous laissait une marge de manœuvre qui disait que quand on fabriquait un truc, on fabriquait beaucoup de bandes en carton. Et c'était aussi beaucoup d'hôtels et beaucoup de monuments en carton, puisque c'était un peu son registre. Et puis après, j'ai découvert de l'intérieur la fabrique des choses dans l'art contemporain. Et c'était... Au début, on était 3 assistants, et à la fin, on était 12 assistants pour fabriquer son travail. Donc ça, c'est vrai qu'à un moment donné, ça m'a de déniaiser, d'essayer... Voilà. Et j'ai pas su m'en aller. C'est vrai que ça m'a un peu... Oui, ça m'a un peu meurtri, parce que je suis quelqu'un de généreux, donc je ménageais, enfin j'y allais quoi, avec énergie et d'apprendre ça m'a plutôt, ça j'ai quelque chose par exemple. J'étais plutôt quelqu'un de très consciencieux, à passer à être méticuleux, et quand il voyait être trop méticuleux, il me mettait la tête dans les mains, parce qu'en fait on faisait, par exemple, comme quand tu es dans la rue, quand quelqu'un meurt, vous savez, on met des petites bougies, des peluches, des petits mots, et donc je devais faire comme si c'était quelqu'un qui avait fait un petit hôtel avec les moyens du bord, donc avec un peu de maladresse. Si je le faisais trop bien, c'était pas bien. Mais par contre, de travailler vite et mal, on apprend, c'est un autre rythme, c'est un autre... j'ai appris de ça. Comme dans l'écriture, vous voyez, quand vous la soignez trop, à un moment donné, c'est mort aussi. Enfin, il y a un petit degré à trouver où, à force d'être perfectionniste, on tue son truc, quoi. Et donc ça j'ai appris des choses. Hein. Et dans ce livre, j'avais absolument pas envie de régler mes comptes avec qui que ce soit, et surtout pas avec lui, ni avec la figure du père en général. Mais c'est vrai que ça, voilà, ça m'a.
c'était dans les années qui suivaient les arts. Normalement, si vous voulez un peu vous frayer un chemin dans ce monde, il faut plutôt faire des résidences, ça se joue ces années-là. Là, le fait que j'ai été assistant de lui, l'énergie pour un travail plastique lui donner. Donc, je n'ai plus cette énergie pour mon propre travail. Donc, j'ai développé l'idée d'être au service, d'être le petit gars qu'on ne voit pas. Et donc, j'ai fait plutôt homme d'intérieur. On m'a invité dans une expo collective. J'ai proposé de faire le ménage chez les gens. Après, la première expo personnelle à Paris, j'ai peint les murs. Vous voyez, avec tous les fantasmes, que je ne ferais pas, à travers un écrit. Ce qu'il y a toujours eu depuis quand même une pratique, une posture à laquelle je me suis tenu, parce que j'avais du mal à dessiner. Et donc, c'est en écrivant que je me dis d'agir dans le monde extérieur et que je construisais mes projets. Donc, mes expositions, voilà, j'ai fait le ménage chez ces gens-là. On a fait une vidéo qui durait 10 minutes. Et le soir du vernissage, la vidéo était dans un coin qui ronronnait. Il y avait mon texte sur la cheminée, photocopié, que j'ai emporté, et puis une carte de visite, et on a placé l'appart. Et il y a eu 200 personnes venues, c'était un succès. Mais on ne savait pas qui était qui dans l'expo en fait. Les gens venaient, c'était bourré à craquer, mais ils ne savaient pas, ils s'en foutaient même de qui il y avait à manger, à boire. J'avais amené du sanctuaire, du saucisson, du pain, tout ça. Voilà, donc j'ai souvent mis ce truc. Après, j'ai fait Patrier peintre. Après, j'ai fait Homme assis, où je me suis mis à la place d'un gardien de musée. Et après, j'avais fait Homme trou, où là, pour un projet de résidence à Berlin, j'avais imaginé que j'allais enterrer tout ce que j'allais produire pendant ma résidence, objets et déchets. Et rejouer la scène du film de Pasolini, Théorème, quand la servante devenue sainte, elle est enterrée. Et là, j'allais pas bien, quoi. Il était temps d'arrêter. Et la dame, ce récit-là, la dame du bilan de compétences, elle l'a complètement bien entendu, quoi. Et donc, homme trou, hop, pompe funèbre. Voilà. Tout est logique. Ah, il y a une certaine logique. Mais encore une fois, on a besoin de l'autre. Hein. Tout seul, je ne m'en serais pas dépatouillé. Et elle a su écouter, quoi. Enfin, elle a su... voilà. Et moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir un vis-à-vis. Et dans le monde de l'art, ça m'a un peu manqué, le vis-à-vis. Je me sentais un peu tout seul avec mon bazar. Et alors que là, depuis que je suis accueilli chez Vertical, etc., je me sens moins seul. Et même les retours des lecteurs. C'est tellement chouette de recevoir des mots, des lettres, des messages. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, mon cercle s'était complètement rétréci. Et là, ça se réouvre. Et je me dis, juste par rapport à ce pas de côté que j'ai fait, et finalement, je vais mieux, quoi, et je suis plus heureux, et ça me rend de l'énergie. Et voilà, donc du coup... La joie par les livres. Ouais, mais j'ai eu du temps, en fait. C'est que le temps de sédimentation, il a été un petit peu long, quoi. Et là, tout d'un coup, ça s'ouvre. Faut pas... 53 balais, quand même. Alors, j'ai une autre question. Parmi les tâches, justement, qui m'incombaient, il y avait celle de découper des cadavres dans des magazines. Donc c'est Thomas Serchand, oui. Parmi les tâches qui m'incombaient, il y avait celle de découper des cadavres dans des magazines de la presse internationale que j'achetais chaque lundi matin, des journées entières à découper des images de cadavres. Si on joint ça au fait que vous faisiez aussi des hôtels dans la rue, des hôtels funéraires dans la rue, est-ce que c'est pas plutôt le travail chez Monsieur Hirschhorn qui vous a poussé vers la croque-moritude? Non, parce que ça, c'était déjà pour moi, dans l'envie d'être artiste, ça vient de la préhistoire, en fait. Parce que dans la grange de mes grands-parents, il y a cet abri sous roche en Auvergne. C'était un petit village troglodyte, et dans la grange de mes grands-parents, il y avait un abri sous roche, on a trouvé des silex, une petite Vénus grande comme ça. Et quand j'étais petit, ça me faisait... Voilà, les fouilles avaient eu lieu dans les années 70. Il y avait une palissade qui cachait le fond de l'abri. Et je suis toujours interrogé sur qu'est-ce qui a fait que des hommes ont rampé dans les boyaux de la terre pour faire des dessins qui n'étaient pas forcément faits pour être vus. On imagine qu'il s'y passait des rituels. Et un jour, il y avait une conférence aux Beaux-Arts entre Boltanski et un préhistorien. Et justement, dans certaines huttes, je crois, en Russie, ils avaient trouvé dans ces huttes, il y avait des mini-sépultures où il y avait des petites vierges préhistoriques qui étaient inhumées et qu'on sortait que de temps en temps. Et je me suis dit, et il y avait aussi des entretiens de Jean Genet avec Giacometti, où un donné de Giacometti dit qu'il aurait voulu faire des sculptures à enterrer. Et ça m'émeut. Et tout ce que j'ai pu faire même pour mon diplôme, c'est vrai que cette idée de sculpture, de sépulture, pour moi, ça va vraiment ensemble.
Enfin, l'idée de faire des choses à enterrer qui sont visibles qu'un temps donné. Mais et comme qu'ensuite le on cube enterre. de Giacometti. Comme le cube de Giacometti, dont je parle à un moment donné dans le texte. Tout ça, et pour moi, voilà, c'est que je dis souvent, l'art a pu savoir à la mort et à ce jeu avec soi-même, avec sa propre mort, que le truc, que l'art c'est la vie c'est l'art. Non, dès qu'on s'y met un peu, on se rend compte que l'art c'est pas la vie. Et ça, c'est un peu... voilà. Par contre, là, je suis un petit peu dans la contradiction, parce que c'est en m'immergeant dans la vie d'une agent de pompe funèbre, que tout d'un coup, j'ai retrouvé le sens, où je dis après coup, que je me suis jamais senti autant artiste que dans ce métier-là, en fait. Mais c'était comme, vous voyez, une jolie vache dans une peau de fleurs, ou une jolie fleur dans une peau de vache. J'étais un artiste dans l'habit d'un croque-mort. Vous voyez, une sorte de camouflage. Alors c'est vrai que chez Thomas, j'ai trouvé son travail était mortifère. Il y a même Boltanski a joué avec l'esthétique funéraire à fond. Même sa rétrospective, à faire son temps. À un moment donné, quand je suis arrivé à Paris, les premières installations Boltanski que j'ai vues, elles m'ont vraiment touché. Mais de voir dans l'expo faire son temps, sa dernière expo finalement rétrospective, c'est toutes ces installations les unes à côté des autres, à un moment donné, ça devenait trop. Et je trouvais que c'est fastoche de jouer sur cette fibre-là. Bien sûr que ça fait faut faire gaffe, quoi. Et toute l'imagerie qui est associée au funéraire, moi je me dis à un moment donné, voilà, d'en faire sa marque de fabrique, comme du carton du clochard, ça me pose un peu problème. Voilà, c'est juste, voilà. Mais par contre, oui, forcément, ça n'a pas été anodin de faire ça. Mais ce qui m'embêtait, c'est qu'on le faisait pour de faux. Ouais. On faisait comme si c'était des vrais gens qui faisaient ces hôtels dans la rue. C'était le côté fabriqué, artefact, qui à un moment donné, et puis même de découper des cadavres toute la journée dans un machin, c'est pas anodin du tout. Et du coup, qu'est-ce qu'on dénonce en faisant ça, en fait? Est-ce qu'on n'est pas fasciné par les propres... Enfin, vous voyez, enfin, et moi, des fois, c'est comme... j'ai pas de voix. Pour comprendre la Shoah, j'ai mieux compris en lisant Primo Levi, si c'est un homme, qu'en voyant des images. C'est le geste du gars qui s'essuie sur un des prisonniers. Vous voyez, c'est beaucoup plus fort. Mais c'est d'ailleurs la chose qui le fait vraiment craquer, Primo Levi. C'est même pas toutes les souffrances physiques qu'on a. Non, c'est le petit geste anodin. C'est le moment où le type s'essuie sur lui, ça, comme sur ça, un c'est une vieux image, torchon. mais vous l'avez lu une fois, vous en souvenez toute votre vie, quoi. Ouais. Et là, c'est la puissance de la littérature. Donc, il n'y a pas besoin d'image. Moi, c'est vrai que, en sortant l'atelier de Thomas, j'avais un dégoût de l'image. Ça me dégoûtait, en fait. Je trouvais ça trop facile de faire des images, ou de les manipuler, voilà. Je crois qu'il y avait un peu de ça. Et du coup, comme les gens, souvent, pour certaines obsèques, ils sont tellement démunis qu'ils vont faire le diaporama de la personne défunte. On va la voir à tous les âges, belle, en train de nager, et c'est à un moment donné, c'est un peu insoutenable aussi. Vous voyez, enfin, je préfère quelqu'un qui, avec des mots maladroits, essaye de restituer les liens qu'il a tissés avec cette personne. C'est plus émouvant. Et parfois, lors des obsèques, c'est pas forcément les gens les plus proches qui vont avoir les mots les plus justes. Ça va être la concierge qui va tout d'un coup avoir le courage de prendre la parole et va parler du monsieur du troisième. Et c'est elle qui va être bouleversée et bouleversante. Et ça va pas forcément être... Vous voyez, c'est ça que j'ai appris aussi dans ce métier. Et que souvent, ce qui m'émeut aussi, c'est quand on donne la parole à des gens qui n'ont pas. Et là, c'est effectivement, il faut être courageux pour aller à un micro lors d'une cérémonie d'obsèques. C'est pas si simple. Et ben, c'est pour ça quand même qu'on a besoin des mots à ce moment-là. On va pas écouter le best-of du défunt avec le requiem du machin. Enfin, des fois, j'ai mis des trucs, c'était pas possible, quoi. Ou la famille perdait leur fils d'un suicide et la musique, c'était Jean Ferrat, que la vie est belle, quoi. Enfin, je sais pas quoi, enfin, oui, ça. Mais j'étais pas là pour juger, donc je faisais. J'étais là pour rester à ma place. Oui, mais c'est juste, voilà. C'était effectivement dans le rapport aux images, c'est vrai qu'il y avait quelque chose. À purger. À purger. Ah oui, le mot purge, ça va bien vite sanitaire.
Voilà, alors c'est une question, oui. Vous savez que pour Pôle emploi et les prestataires de services qui lui sont rattachés, les artistes sont parmi les personnes les plus difficiles à recaser. Parce qu'en plus, ils sont cultivés, plus ils ont lu des trucs compliqués, plus il leur est douloureux de se plier aux critères du monde du travail. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile quand on n'a rien lu? Non, je suis un peu là, je me moque un peu. C'est vrai que j'ai un peu forcé le trait. Mais c'est vrai que il y a plein d'échecs existentiels quand même, parce que vous voyez, chaque école maintenant, avant, là, il y a de plus en plus d'artistes en fait. Et chaque école, ça produit des fournées d'artistes chaque année. Donc tout le monde pense qu'il va avoir droit à son petit bout de truc, quoi. Enfin, À son quart d'heure. Et à son quart d'heure, à son petit bout de gras, à son machin, aux dorures, au cocktail, à toute cette mondanité, toute cette haute bourgeoisie à laquelle on a accès dans l'art, en fait. Et à un moment donné, il y a le truc de l'artiste émergent, il y a le truc... et qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont prudents et qui vont tout de suite à... Moi, je me souviens, quand j'étais au Beaux-Arts, par exemple, il y a des profs qui ne supportaient pas l'idée qu'on travaille à côté. Pour gagner de sa vie, c'est quand même dingue. Ouais. Et alors que moi, je me suis pensé que tous les petits boulots que j'ai fait à côté pour moi, la vie, elle était déjà en dehors de l'école des Beaux-Arts. Et que tous les boulots que je faisais en dehors, c'était là où je sentais que j'avais la chance de faire des études, d'avoir du temps, d'aller voir des expos, des machins. Mais j'avais besoin de ce contact avec le réel. Et de ne pas perdre le contact. Sinon, si on n'est que entre artistes, en train de parler de Godard et de machin, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que... Et après, effectivement, je parle du recyclage ou quand les gens, voilà, pour gagner leur vie, ils se rendent compte que ça ne va pas être dans le monde de l'art qu'ils vont pouvoir s'en sortir. C'est vrai que ça demande un peu d'humilité, ouais, de faire. Alors, soit on essaie de faire un truc en lien avec sa pratique d'artiste. Moi, j'avoue que ça, j'avais pas envie, parce que je trouvais que ça abîmait. Comme les gens qui sont profs toute leur vie dans une école d'art, je trouve que ça peut abîmer quelque chose aussi. Parce que si on le fait avec générosité, être enseignant d'art, c'est une énergie qu'on ne met pas sur son propre travail. Enfin, c'est un truc de transmission. Je trouve ça hyper beau de transmettre. Hein. Ça peut avoir un vrai sens. Il ne faut pas être frustré de ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi j'en ai fait toute une histoire, cette dame du bilan de compétences. Mais c'est vrai que si elle m'a proposé effectivement cette formation funéraire, là, c'est parce que c'est un endroit où on recrute tout le temps. Il y a un turnover. Personne ne fait ce boulot, quoi. Donc effectivement, il y a toujours vous faites une formation 96 heures ou 112 heures pour être un conseiller funéraire, vous trouvez du boulot tout de suite. La semaine d'après, vous avez du boulot dans n'importe quelle agence. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans cette agence qui m'a permis de le faire comme je l'entendais, c'est-à-dire en prenant le temps, en n'ayant pas la pression de la hiérarchie et en faisant tout. En étant conseiller funéraire, mais de cérémonie, j'allais faire des déclarations d'essai à moi-même, à la mairie. Des fois, je prenais le temps avec la famille de choisir la concession. Vous voyez, tout ce temps-là, je me dis, pour moi, l'art, il est là, en fait. L'art, c'est le luxe de temps. Vous voyez, pour moi, l'art, c'est vraiment... Justement, quand on voit le temps que ça prend d'être un artiste, le temps que ça prend de faire une œuvre, de savoir ce pourquoi on est fait aussi. Si on est plutôt peintre, sculpteur, machin, ça prend du temps. Là, on veut aller trop vite, même dans la formation artistique. Moi, j'ai mis du temps à comprendre, même ça, le truc d'écrire. Je mets la figure d'écrivain tellement haut, quoi. Ça me semblait encore plus inaccessible que artiste, en fait. C'est juste que je me dis, non, je ne me permets pas. Donc, il m'a fallu, des couches et des couches. Je me dis, j'étais pas assez cultivé, j'avais pas assez lu, j'avais pas assez machin, j'avais un manque de confiance en moi aussi. Et donc, c'est vrai que ça... Et je me dis, il faut que notre société, elle tolère aussi qu'on met du temps à se construire, qu'on met du temps à se consolider. Voilà, moi, c'est vrai que chaque année aux Beaux-Arts, je voulais arrêter. Parce que je sentais que j'avais mis la barre trop haut et que j'y arriverais pas. Et donc, finalement, aller vers les pompes funèbres, c'était une façon d'en rabattre. De mettre la barre un petit peu moins haut. Et finalement, d'être plus vrai dans les liens que je tissais, d'être plus... Du coup, ça s'est rouvert. Vous voyez ? Mais c'était une façon d'attendre, d'être un peu plus indulgent avec moi. Comme dans ce métier, vous apprenez des fois, lors d'accompagnement dans certaines familles, vous comprenez, il y a des jours où vous n'êtes pas bon. C'est vachement dur à accepter ça. Des jours, j'ai l'impression que j'avais fait le truc moyen, quoi. La famille ne le percevait pas forcément, mais c'est juste, on le sent passer, en fait. C'est, alors que artiste, vous pouvez faire un peu le fanfaron, quand même. Oh bah, artiste, c'est comme n'importe quel métier, il y a des jours où on n'est pas bon. Aussi. Non, mais je veux dire, on peut feinter.
Ouais. On peut feinter. Ouais. Là, quand vous êtes maître de cérémonie, vous pouvez pas trop feinter quand même. Vous êtes un peu décapé quand même, un peu exposé. Oui, vous êtes en première ligne, oui. Vous êtes un peu exposé, ouais. Donc voilà, je réponds toujours un peu à côté. Hein. Non, mais c'est très bien. C'est parfait. Je suis pas là pour vous poser des questions, mais pour Oui. qu'on ait plaisir de vous entendre et de mieux vous comprendre. Et oui, alors là, vous avez eu en page 76, parce qu'il date de quand ce livre très précisément? Octobre. Voilà, octobre. Et donc, c'était avant le scandale Orpea, je sais pas comment on dit. Du reste, il y en a tout autant du côté des EHPAD, dont la plupart appartiennent également à des groupes financiers tels qu'Orient. Là aussi, on retrouve les mêmes mots: un personnel mal formé, sous-payé, des conditions de travail dégradées, des vieux infantilisés, voire maltraités. Voilà, est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Vous étiez en première ligne. Le fait est que j'ai voir pu les premières obsèques que j'ai faites, justement, je suis allé dans un immense complexe de maison de retraite là, c'était Madame Dufour. Mademoiselle Dufour, 104 ans, mes premières obsèques. Et donc c'est la première fois que je me rendais dans une espèce de zone industrielle. C'était près de Saint-Rémy-les-Chevreuses. C'est un immense, au milieu des terrains de tennis, tout ça. C'était très chaud. J'arrive dans ce truc. Et c'était pas la pire maison de retraite, hein, elle était plutôt. Et je demande à la personne à l'accueil où est le corps de Mademoiselle Dufour, quoi. Et en fait, elle était dans une petite chapelle et elle avait eu des soins de conservation du corps, mais la dame avait quand même rebranché la table réfrigérante, donc le corps était collé à la table réfrigérante. Le cercueil était debout sous cellophane. Mon équipe arrivait avec une heure de retard, dont le mec bourré, chauffeur, oui, ça m'était très réel. Le curé qui était là pour mater mon mort, mais qui m'a pas donné un coup de main, il a fallu que je lui demande, vous pouvez m'aider pour faire la mise en bière de la dame dans le cercueil. Oui, c'est un métier, ça là tu te réveilles un peu là. Et donc c'est vrai que dans les maisons de retraite, par exemple, ce que je trouve atroce, c'est qu'on nie la présence de la mort. Quand quelqu'un meurt dans une maison de retraite, on ne le signifie pas. On évacue le corps, à peine tiède. Quand ma grand-mère est morte, ils n'ont même pas demandé à ma mère si elle souhaitait que le corps reste. Parce que normalement, la famille, si elle le souhaite, le corps peut rester dans la chambre jusqu'au jour des obsèques. Et on peut faire la mise en bière dans la chambre. On n'évacue pas le corps comme un déchet. Alors, les grandes maisons de retraite, elles ont souvent une chambre mortuaire, mais quand elles sont plus petites, non. Et par exemple, même si d'autres résidents ou d'autres résidentes veulent quand même se recueillir, eh ben, ils n'en ont pas la possibilité. Des choses comme ça. Et ils savent tous que... Moi, j'ai fait des ateliers d'écriture dans une maison de retraite, et qui n'étaient pas non plus la pire, hein. Mais un jour, j'allais chercher les dames dans la salle d'à côté pour qu'elles viennent à mon truc. Et il y en a une qui avait mauvais poil ce jour-là, elle ne voulait pas venir, tout ça. Et en fait, quand elle s'est levée, elle avait la robe toute tachée de merde. Et elle avait la même robe depuis une semaine. Et on l'avait laissée comme ça, quoi. Et le soir, j'ai filmé un repas parce que je voulais les faire manifester, je voulais qu'elles manifestent. Et j'avais fait des panneaux de signalisation routière pour dire quelque chose de leur réalité. Enfin bon, on avait fait un truc, mais elles ne pouvaient pas venir sur du vernissage, donc j'avais filmé leur repas. Et leur repas, c'était la description des médocs qui durent bien plus longtemps que le repas. Là, on sent la solitude de chacune, c'est horrible. Et on leur avait servi là un mauvais croque-monsieur cramé. Et une petite salade avec une vinaigrette toute faite, là, bien aigrelette. Et il y en avait un qui ne pouvait pas manger ça, quoi. Et c'est Sodexo. J'ai travaillé pour des architectes qui ont refait un complexe, là, ça s'appelle la Carrière. C'est là où tous les enseignants dépressifs allaient. Là. Et en fait, là, ils ont fait un truc, et pas soins de suite et rééducation, machin. Et je leur ai dit, mais faites un beau geste, la chambre mortuaire, la cachez pas. Dans les hôpitaux, comme dans les maisons de retraite, la chambre mortuaire, elle est près des poubelles. C'est charmant. Elle est près de l'évacuation. Je veux dire, un jour, j'ai fait un départ dans une maison de retraite luxueuse, à vue d'Humaine, enfin plutôt chic. La famille, c'était une famille juive non pratiquante, mais ils ont quand même souhaité que le corps donc reste. Il y avait une toilette rituelle juive, et le corps est resté dans la chambre jusqu'au jour des obsèques. J'arrive le matin à 7h30, 8h, avec mon équipe de porteurs et le cercueil, et je demande au personnel par où je passe. Est-ce que vous avez prévenu, c'était l'heure des petits déjeuners, vous voyez, et donc je dis, qu'est-ce qu'on fait? Vous fermez les portes, vous avez prévenu les gens? Je vous préviens, enfin, tous mes porteurs vont porter le cercueil à l'épaule, par respect du corps.
dans le couloir. Et donc on l'a fait, et le trajet n'était pas possible. Hein. Je suis vraiment passé par le local poubelle et par une petite ruelle cachée derrière le bâtiment. Et quand j'ai levé les yeux, et ben, tous les petits vieux, ils regardaient par la fenêtre, ils savaient par où ça passait le corps. Et cette truc de cachotterie, enfin de ne pas rendre ce moment beau et solennel. Vous voyez, juste, par exemple, devant une chambre, je crois que c'est en Allemagne, ils le font, de mettre juste une bougie, juste pour signifier que quelqu'un est mort. C'est pas des choses très compliquées qu'il faudrait faire. Et même pour le personnel, et de laisser la chambre au repos pendant 3 jours, au moins. C'est-à-dire que c'est pas anodin quand quelqu'un meurt, la pièce après, voilà, enfin, on n'est pas là pour rentabiliser. Et c'est vrai que là aussi, les gens sont mal formés, sont mal payés, parlent mal aux gens. Enfin, ça, on s'en aperçoit. Et la petite dame, la machin, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est vrai que ça met en colère. Ça met en colère. Et là, je suis très content. Il y a eu des articles sur les crématoriums récemment, et sur Orpea et sur les maisons de retraite. Enfin qu'on en parle. Mais il y a un déni de nous tous. C'est même nous, notre génération, si on ne veut pas finir là-dedans, on a une responsabilité, on doit trouver et inventer. C'est pour ça que j'adore Thérèse Claire, qui avait réfléchi à la maison des Baba Yaga à Montreuil. Mais on a une responsabilité politique, c'est un sujet politique. On est dans une société ultra vieillissante et on n'en tient pas compte. Et donc on délègue à des groupes privés. La mort, les vieux. C'est horrible. Mais ça va se retourner contre nous. Hein. Mais parce qu'on délègue. Et là, avec des trucs de rentabilité, de machin, de trucs, enfin voilà. Mais on l'a bien vu, pendant la canicule, je veux dire, dès que les seuils sont, le système est débordé. Oui, bien sûr. Donc c'est cric-crac, quoi. Même le Covid. Je veux dire, ça dit l'état de l'hôpital public aussi. C'est horrible, alors que c'est des métiers qui peuvent être vraiment magnifiques. Là, même quand on voit, je ne vais pas faire un aparté sur ce qui se passe en Ukraine en ce moment, quand on voit tout un peuple qui se mobilise, ça vous fout les larmes aux yeux, quoi. Tout le monde a quelque chose à faire, quoi. Fais quelque chose, quoi. Je lisais là, justement, en attendant, là, voilà, moi, c'est bouleversant quand on voit tout le monde à sa place, et comme dans les villages, vous voyez, quand on va en Espagne, et qu'on voit les petits vieux qui sont assis sur une chaise devant leur maison, et qui ne sont pas coupés de la vie du village. Là, quand je vois les petits vieux dans Paris, mais je me dis, c'est hyper dur de les dire à Paris. De se frayer, de prendre le métro, je veux dire, vous n'avez pas le droit d'être fragile. Vous êtes bousculé, vous êtes machin. Donc moi, ça, c'est vrai que je suis très sensible à ça. Et c'est vrai que dans le métier professionnel, oui, je côtoyais beaucoup de dames âgées, plus des dames âgées que des hommes. Et donc c'est vrai que j'ai toujours... C'est pour ça que la dame du bilan de compétences m'avait posé la question, vous voulez travailler avant ou après la mort? Parce que j'avais dit que c'était les deux choses que j'aurais aimé travailler, soit pour et avec les personnes âgées, soit après. D'accord. Oui, c'était ça en fait la phrase. C'était de dire est-ce que je vais travailler plutôt dans les maisons de retraite ou plutôt dans les agents de pompe funèbre. C'était ça. Donc je dis cette phrase parce qu'elle était un peu... Elle cramponne le lecteur dès le début. Mais en fait, ça marche. Mais c'était ça le truc. C'était effectivement les deux sujets, les deux endroits où j'avais envie de travailler. Voilà. Oui, là, je vais vous demander un commentaire. J'avais faim, j'avais soif. Je n'avais pas besoin d'allumer la télé. J'étais seule, j'étais vide, j'étais plein, à craquer tout au bord, à côté. Je me disais alors à moi-même, c'est comme si tu te shootais aux obsèques. Je ne sais pas si c'est une drogue dure, mais à un moment, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête. C'était trop fort. Et justement, c'est une chose que j'ai pas compris. Bon, vous avez été assistant de Monsieur Thomas Eichhorn. Après, vous avez travaillé dans les pompes funèbres. Mais après, c'est comme l'impression qu'il y a des années qui se sont écoulées. Oui, avant après, il y a un vide vide sanitaire. Après, il y a un vide sanitaire. Vous n'avez peut-être pas envie d'en parler, mais... Non, mais c'est vrai que ça a été un gros passage à vide après, parce que j'aurais pas dû arrêter. J'aurais pu le faire plus longtemps. Je l'ai fait 3 ans et j'aurais pu le faire plus longtemps. C'est vraiment, là, je m'en suis beaucoup voulu, en fait. Et après, j'avais l'illusion de croire que j'allais retrouver le monde de l'art, tout ça, que ça allait tout se remettre en place. En fait, le monde de l'art m'est oublié depuis belle lurette, quoi. Donc, j'ai retrouvé la solitude, en fait. J'ai retrouvé, je côtoyais moins de gens. Et puis je vivotais, quoi. Je faisais des petits chantiers par-ci, par-là. Et puis je me sentais, vraiment... Donc, à plein de moments, j'ai pensé y retourner. Mais en même temps, ça s'est refermé. Vous savez, des fois dans la vie, il y a des choses qui s'ouvrent et puis ça se referme. Et donc, j'ai mis vraiment, vraiment du temps. J'avais l'espoir aussi d'écrire à l'époque. Mais c'était trop tôt pour écrire. J'étais encore trop
trop dedans. Et donc c'est vrai que... Mais c'est vrai qu'aussi à un moment donné, je me dis, est-ce que tu as besoin de ce truc d'adrénaline tout le temps? Je veux dire, vous ne pouvez pas faire ce métier sans vous poser 3 questions quand même, sur ce qui vous motive à être là, à cette place. Il ne faut pas être voyeur, faut rester à sa place. Mais en même temps, j'avais peur de la répétition. Et c'est vrai que les jours où j'avais surmonté des intenses trouilles, et ben oui, j'avais des fois des réactions presque physiques dans le corps, quoi. Des vagues de choses. Parce que des moments, j'avais peur d'y retourner quand même. Ouais. Oui, j'avais des moments un peu de... Je suis plutôt quelqu'un aussi d'anxieux. Mais c'est vrai que dès que je retrouvais... Enfin, j'étais en présence d'une famille, hop, ça était reparti. J'étais obligé d'être là et de répondre présent et de faire ce que j'avais à faire. Et donc ça, petit à petit quand même, après cette expérience, donc j'ai été accueilli par le lieu, le Générateur, qui est un lieu d'art et de performance à Gentilly. Et cette expérience des pompes funèbres m'a plutôt amené à la forme performance, à la forme orale. J'ai pris confiance en moi aussi pour prendre la parole devant un public. Et j'ai essayé de retrouver dans la performance, en essayant d'inventer une forme qui me convienne, cette qualité de présence. Et donc ce récit aussi, je l'ai un peu construit, modelé, lors de promenades, effectivement. Petit à petit, tu n'as pas d'atelier, c'est pas grave, ça va être la rue, ton atelier. J'ai essayé Et les livres m'ont aidé à me reconstituer un peu un fond, quoi. Mais parce que je lis lentement, je me sens pas trop de facilité. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a ça, même Yves Pagès et Jeanne m'ont un peu charrié sur mais qu'est-ce que t'as foutu depuis 12 ans? D'accord. Bon, vous voyez, il n'y a pas que moi que ça interroge. Non, mais j'ai vivoté, j'ai fait des petits boulots. Là, une expression très jolie. Quand t'es croque-mort, t'as beau être un figurant, aux premières loges, tu comprends des tas de choses sur tes contemporains comme sur toi-même. Toute cette majorité qui sévit en toi. Ça, j'ai trouvé ça absolument... Oui, la majorité qui sévit en soi. Je trouve que c'est une image forte. Et quand on est mort, on n'est plus qu'un corps qu'on glisse dans un étui en bois verni autour duquel les proches se recueillent un instant, pas longtemps, avant que celui-ci ne soit coulissé dans la bouche d'ombre ou de feu. J'ai trouvé ça très beau. Merci. Imaginez un peu comme un stylo plume qu'on rangerait après usage, ou un violon peut-être dans son étui. Alors là, une petite information pour notre cher public. Rappelons l'étymologie du mot croque-mort. Moi aussi, je le croyais. Le croque-mort n'est pas celui qui croque le gros orteil du mort pour vérifier qu'il est bien mort. Il est celui qui croque à la vue des vivants le corps du mort. Croquer dans le sens de dérober à la vue. Et voilà, donc ça a rectifié en moi une idée. C'est un beau mot, croquer. Oui. Croquer à la vue. À un moment, je me demandais si c'était pas quelqu'un qui dessinait, mais bon, ça... Non, c'est vraiment dans le sens de dérober à la vue, de faire disparaître. Le rôle du croque-mort, c'est de faire disparaître le corps. C'est... D'accord. Mais c'est marrant, l'histoire du gros orteil, hein. Et alors là, vous parlez des ordinateurs. Drôle de vis-à-vis. Tout ce que tu lui confies à cet animal froid, sorte de caveau numérique aux angles arrondis où sont déposés les résidus d'une vie domestique. Effectivement, est-ce que vous vous êtes intéressé à la mort numérique, à tout... Ça m'interroge beaucoup. Ce qu'on laisse, puisque maintenant nos souvenirs vont être de plus en plus numériques, numérisés. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un aussi, vous êtes quand même confronté à vider son lieu de vie. Et c'est jamais simple pour ceux qui restent. Et maintenant, effectivement, je pense que quand on voit le temps qu'on passe devant l'ordi et que toutes nos photos, tous nos souvenirs, tous nos textes... J'ai une amie dont je parle, la Florence, qui est morte à 41 ans. Et effectivement, elle écrivait, elle avait fait un long travail d'analyse aussi, donc il y avait plein de cahiers un peu défouloirs, donc elle s'était beaucoup déversée. Et c'est vrai, ses sœurs m'avaient dit... Enfin, moi, je leur avais dit... n'y touchez pas à ces cahiers, par exemple. Mais comme à la mémoire de l'ordi, dans l'ordi, il y a des textes intimes, des textes qu'on écrit à soi-même. Et je veux dire, si on s'en charge pas de son vivant, si même quelqu'un de proche tombe dessus, ça peut faire des dégâts, en fait. Donc, je veux dire, c'est à nous, de notre vivant, de s'occuper de ça, d'effacer ce qu'on a envie d'effacer, parce que sinon, là, c'était la voisine avec qui elle s'était un peu entichée, là, qui est partie avec l'ordi, par exemple. C'est horrible. Et moi, j'avais dit aux sœurs, je trouvais trouvé beau j'avais entendu parler quand même de Philippe Lejeune qui avait fait un travail sur de recueil, enfin, il recueillait les journaux intimes dans un lieu, je crois, à une heure de Paris, là. Dire que c'est un matériau pour les historiens qui travaillent sur le journal intime, mais il ne faut pas que ce soit les proches qui y touchent. Et parce que c'est un peu radioactif quand même. C'est un peu... et effectivement, l'ordinateur, moi, je trouve que
oui, ça me rend un peu triste parce que je me dis, ça en dit plus long sur nos vies, maintenant presque les objets qui sont dans notre appartement. Et que c'est très étrange. Et du coup, là, je raconte ça parce que c'était une petite anecdote, là, une petite mésaventure qui m'était arrivée avec l'ordinateur, quoi. Puis même les jours, vous voyez bien, quand vous perdiez un texte, ou quand il vous arrive une merde avec l'ordi, moi, ça m'avait complètement déstabilisé, quoi. J'étais complètement paumé parce qu'on ne sait même pas comment ça marche, cet ordi. On s'en sert tous les jours, mais on n'a pas prise sur lui, en fait. On est un peu désemparé. Et c'est aussi un objet de contrôle, aussi. On le sait. Aussi. Nous sommes d'accord, c'est plein de fantômes sur Internet. Et ouais, Facebook, on n'en parle même pas, c'est la boîte à faire part, quoi. Non, mais genre, les gens qui annoncent la mort de leur père ou de leur mère sur Facebook, moi, ça me désarçonne, quoi. Je trouve ça hyper violent, quoi. D'apprendre comme ça, en fait, que ça devient maintenant le faire part, quoi. Et même l'anniversaire sur Facebook, moi, ça parle de notre propre compte à rebours, quoi. Ça parle que de ça, en fait. Ça devient plus après les profils des gens qui sont toujours là et qui servent, après leurs murs servent de mur rituel. Là, je trouve que c'est très triste, parce que là, c'est que des solitudes, quoi. On est chacun seul devant son écran d'ordi. Enfin, vous voyez, ça, c'est tous ces trucs-là qui me... On est de plus en plus singletons, quoi. Et voilà, donc même que dans les salons funéraires, je voyais des petits malins, là, ouais, effectivement, qui créaient des petites start-up autour de trucs funéraires pour que ta grand-mère te souhaite ton anniversaire, même 10 ans après sa mort, quoi. Elle t'oublie pas ton anniversaire, tu vas recevoir un petit mail de ta grand-mère. C'est horrible, quoi. Et la mort, c'est réel. C'est pas... Voilà. Il y a un moment donné, il faut se confronter à l'absence et que ça parle plus, quoi. Après, on a chacun son petit transistor à l'intérieur. Ça peut être ces stèles funéraires, il n'y a pas de corps, ça s'appelle comment? Des cénotaphes. Voilà. Ça peut être considéré comme un cénotaphe. Oui. Mais c'est juste que nous, comme on est fabriqués, je crois que c'est très important. C'est pour ça que pour moi, les cendres, c'est très difficile. Enfin, ça peut être difficile pour certaines personnes, parce que souvent, quand elles sont dispersées aux journaux des souvenirs, quand vous voyez à quoi ressemble le journal des souvenirs au cimetière du Père-Lachaise, c'est un pauvre morceau de pelouse le long du mur d'enceinte qui est saturé de cendres. Vous recueillir là, c'est pas si simple. Et quoi faire de soi? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a même pas de geste possible. Vous voyez, quand il y a une tombe, c'est vrai que vous avez 2-3 trucs à faire. Vous pouvez la nettoyer, vous pouvez mettre des fleurs, enfin, faire des trucs, quoi. C'est pour ça que je parle d'un rituel iranien, enfin, où il y a ce truc de laver la pierre à grande eau. C'est beau. Enfin, c'est un geste tout simple et qui fait du bien en le faisant aussi. Et ça, c'est comme si on était tout privé de tous ces gestes. Et que du coup, la dispersion des cendres, il n'y a pas de lieu de sépulture. Vraiment. Et pour cette famille, je les incitais. C'est pour ça que si j'avais fait des objets en pierre volcanique de ma région qui soient des réceptacles pour les cendres, j'aurais voulu faire des sculptures enterrées, justement, qui soient présentes pendant la cérémonie, qui soient des choses très simples, hein, des polyèdres, qui soient visibles pendant la cérémonie, dans lesquelles on mettrait les cendres, et ensuite qu'on enterrerait quelque part. Parce que quand même, on est un peu judéo-chrétien quand même si on n'est pas pratiquant, on n'est pas bouddhiste, quoi. Des fois, c'est pas si simple d'aller se recueillir, même devant un paysage, en se disant que les cendres de votre tante sont là, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu pas simple pour nous. Alors que si vous savez qu'elles sont au pied de cet arbre, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus... Enfin, je parle par rapport à des témoignages que j'ai pu recueillir, et puis moi-même, ma propre expérience. C'est important que ça soit associé à un lieu. Une sépulture, c'est un lieu. Ça fonde un lieu. Et depuis... depuis la préhistoire, dès que l'homme a pris conscience de la mort de son prochain, il a mis un caillou, quoi. Il a mis quelque chose pour signifier qu'à cet emplacement, quelqu'un est mort. Vous voyez, c'est ça que... Et là, la crémation, on va arriver à une sorte de miniaturisation de la sépulture, et ça devient du coup déréalisé. Ça devient... Et vous réglez ça en prenant quelques antidépresseurs pendant 15 jours. C'est pas ça le deuil. Ça prend du temps. C'est toujours cette sorte de temps, en fait. Oui, c'est... Et comme on va arriver à faire des crémations qui vont durer un quart d'heure. Mais déjà, la disparition d'un corps en 2 heures, c'est ultra violent, mais alors en un quart d'heure... Vous voyez, c'est des choses comme ça auxquelles on est confronté, pour des histoires de rentabilité, là aussi. C'est comme, je crois, en Allemagne, certains allaient faire incinérer le corps de leurs proches en Pologne, c'est joli, on regarde l'histoire, pour que ça coûte moins cher, parce qu'il y avait des crématoriums discount. J'ai connu des gens qui ont reçu l'urne de leur père, des cendres de leur père, par la poste.
c'est affreux. Mm. C'est juste. Bon, déjà, les urnes, elles sont livrées au Père Lachaise dans des boîtes à gâteaux. Alors. Oui, c'est ça. Mais tout ça, c'est important. C'est important qu'une urne, elle ait son poids. Tu as tous ces trucs-là. Enfin, c'est pour ça que ce serait bien aussi que, bah oui, des artistes, des designers, des gens s'intéressent un peu à ces choses-là. Ça s'appelait faire œuvre de sépulture. C'est vraiment l'art hors des musées. Ça, j'ai beaucoup aimé cette expression. Mais ça, je pense que ça appellerait une intelligence collective, là aussi. Il faudrait qu'on soit comme ça, là, tous autour d'une table, des anthropologues, des psychanalystes, des machins, des sculpteurs, des architectes, pour réfléchir à ça, en fait. C'est pas un bonhomme tout seul. Enfin, c'est un sujet vraiment politique. Parce que c'est les morts qui nous relient les vivants aussi entre eux, quoi. Voilà, mais bon. Ben voilà votre prochaine œuvre, rédiger un rituel qui satisfasse tout le monde. Ah ben non, parce que justement, il faudrait rédiger à plusieurs. Alors, on va arriver un peu au bout de cette heure. Je pense qu'on peut prendre 5 minutes de plus. Hein. Mais donc, je vais être obligée d'accélérer pour dire... alors déjà que vous considérez le livre aussi comme un tombeau. Ouais, c'est un peu facile, mais c'est pas... Non, je pourrais le concevoir comme la maquette d'un monument avec un prénom, c'était façon un nom. Je joue avec un peu... C'est que quand je suis chez moi, j'avais tous mes livres au sol. J'aime bien mettre mes livres au sol et ça faisait comme un petit cimetière en surplomb, quoi. Et voilà, mais bon, le livre mausolée, c'est un peu aussi une image un peu toute faite, mais c'est juste, c'est presque la proportion d'une. Bon, à part que une tombe, c'est 2 mètres, c'est 1 mètre, c'est pas tout à fait. Non, c'était vraiment. Là, des fois, je le remettrai plus. Ah bon, d'accord. Et là, vous parlez justement d'un rituel. S'il meurt à l'hôpital, on s'y rend en bagnole et on débobine un fil depuis son lit de mort jusqu'à son domicile afin d'accompagner l'âme. C'est en Géorgie. Il y a un film qui s'appelle, vous pouvez voir sur YouTube, Dites à mes amis que je suis mort. C'est sur des rituels funéraires en Géorgie. Oui. Et ça dit la sensibilité d'un peuple. Et effectivement, donc si la personne meurt à l'hôpital, ils vont avec la bagnole jusqu'à l'hôpital. Ils prennent une bobine de fil, ils l'accrochent au lit et après ils débobinent jusqu'à la maison du défunt pour accompagner l'âme. C'est super beau, quoi. Voilà, c'est tout ça aussi qu'on est. Et dans les cimetières géorgiens, il y a effectivement, à l'emplacement près de la sépulture, il y a toujours des bancs et une table pour manger et boire. et on met du vin sur la sépulture et tout ça. Et puis c'est la dépense. Il y a un grand repas. La communauté est là. Là, ce qui m'embête en France, c'est que ça devient de plus en plus une affaire privée. Moi, j'ai fait les obsèques qui m'ont le plus marqué et fait mal. C'est les obsèques où il n'y avait personne. Et on va arriver plus en plus à des gens qui ont fait des contrats obsèques et où quand ils meurent, il n'y a plus personne. Et ça, ça me fait ou même des petites grand-mères qui m'appelaient pour un contrat obsèque et qui me disaient crémation, hors présence famille, disparition dans le souvenir, je veux que personne ne me voit morte. C'est dur, quoi. C'est dur quand même. Oui, comme constat. Alors qu'avant, c'était la communauté qui prenait en charge le mort et les proches du défunt. Ou même dans les rituels juifs, machin, on se lave pas, on laisse pousser sa barbe, on traverse le deuil profond, mais on le traverse, quoi, on y va, quoi. Et alors que maintenant, il faudrait presque le cacher. Et on fait un petit post sur Instagram et sur Facebook. C'est un peu bizarre, quoi. Et on est un peu tout seul avec ça. On sent pas la communauté autour de soi, si ce n'est celle de Facebook. C'est un peu compliqué. Voilà. Dites-moi. J'ai encore plein de questions, mais on n'a pas le temps. Oui, qu'as-tu fait de ton trait d'union? C'est la question que se posent entre eux les condamnés à mort aux États-Unis. C'est le trait d'union entre la date de naissance, et la date de mort. C'est dans un film de Werner Herzog que j'ai vu ça. Hyphen, c'est ça? C'est dans le trait d'union en anglais, c'est bien ça? En tout cas, je sais que cette phrase, c'était un documentaire de Werner Herzog sur les condamnés à mort. Et entre eux, ils se posaient cette question-là. Sur le trait d'union. C'était une détermination. D'accord. Moi, ça me fait toujours tout drôle aussi. Vous savez que dans les musées, quand vous avez le nom de l'artiste, avec sa date de naissance, un trait d'union, et puis rien après. Et ça fait toujours... mais dans les choses réflexions que je me suis fait à moi-même, je me disais que c'est comme si chacun, on était regardé par sa propre mort.
comme si on avait une sorte de pression de savoir si on a un peu de temps ou pas trop. Moi, je suis toujours épaté par les artistes ou les écrivains qui ont fait une œuvre en 10 ans, quoi. Eva Hesse, elle a fait une œuvre en 10 ans. Gordon Matta Clark, il a fait une œuvre en 10 ans. Fassbinder, il a fait une œuvre avec... Enfin, tous ces gens-là, comme s'ils savaient qu'il fallait cette intensité qu'ils ont eue pour produire. Et même Pasolini, c'est vrai qu'on a senti, dans un de ses poèmes, presque, il décrit presque la mort qui va lui arriver, quoi. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est exposé, et que c'est une mort politique aussi. Mais en tous les cas, c'est un truc que je me dis... voilà, et c'est une question que je me pose en tous les cas, sans grande théorie. Hein. Monsieur Pierre Montparnasse, il y a un homme qui a fait bâtir sa propre tombe, il a marqué, je ne sais plus, 1972, 2049, parce qu'il a décidé. Ah, c'est un pari. Ah oui, il y a des gens aussi qui mettent la date et qui avaient mis 1926, 1900, et après on est passé à 2000. Ah, ils ont été obligés de et donc il n'y a pas de typex possible. Et ils ont pas. Non, mais voilà. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui font leur sépulture de leur vivant. Alors, c'est toujours un peu. Bon, là aussi, c'est un jeu avec soi-même. Mais c'est comme les gens qui rêveraient d'assister à leurs propres obsèques. Une espèce de fantasme autour de ça. De voir est-ce qu'il y aura du monde. Ah oui, c'est un peu bizarre. Courant, il y a un truc un peu mise en scène de soi-même, là aussi. Et jusqu'au bout. Et les gens qui font les contre-obsèques, beaucoup, c'est avec ce trip-là, quoi. Ah oui. Et aussi avec l'idée, cette pudeur ou cette coquetterie, je veux pas qu'on me voie mort ou morte. Et ça, je me disais, mais non, on va pas maîtriser. À un moment donné, votre corps, il vous appartient plus après. Et que pour ceux qui restent, c'est important de bien se recueillir auprès de la dépouille. Alors c'est vrai qu'il y a des morts qui sont faciles à regarder et d'autres qui sont difficiles à regarder. Mais c'est extrêmement important. Ça, par contre, je l'ai compris très vite dans ce métier. Le moment le plus important et dont il faut vraiment faire attention, c'est effectivement la demi-heure de recueillement avant la fermeture du cercueil. Ce moment-là, il est extrêmement important. C'est le début de la séparation. Et ça, il faut vraiment... Et c'est pour ça que les gens, souvent, ne veulent pas assister à ce moment-là. Et je leur dis, non, mais je ne vous demande pas de rester juste d'être présent, d'assister à... Et parce que sinon, ça touche à l'inconscient il s'emballe et on peut fantasmer, dire c'est pas le bon corps dans la bonne boîte, etc., etc. Enfin, et c'est juste aussi une occasion de se cogner au réel. Et les enfants, par exemple, quand ils sont dans les champs mortuaires, ils ont pas peur. Ils ont des gestes très simples. Ils savent quoi faire autour de cercueil. Alors souvent les adultes qui choisissent, ah non surtout pas. Non, les enfants presque c'est eux qui sont le plus voilà. Et même si le corps est froid, mais ils le parlent, ils le formulent. Et du coup ça devient plus vous hanter après. C'est quand vous vous privez de ces moments-là qu'après ça c'est le retour du refoulé. C'est des choses. C'est pour ça que c'est très important de se cogner à ça quand même. Faut pas. En voulant ménager les gens, on leur rend pas service. Donc c'est voilà. Je suis bien d'accord. Alors moi, j'ai donné ma propre conclusion, puis après, je vais passer la parole. Est-ce que vous rêvez vraiment d'assassiner Michel Houellebecq? Non, c'était... je vous dis, avec la littérature, on peut tout faire. C'était un vrai rêve que j'ai fait. Ah oui, attendez, je vais vous lire ça. C'est un rêve que je raconte où je suis accusé d'avoir assassiné Houellebecq. Et c'était au moment où je travaillais pour Thomas Serchand. Et c'est Thomas Serchand qui prend ma défense en disant « Mais non, j'étais bien dans son atelier en train d'œuvrer. Donc ça peut pas être... » Et c'était et comme un des premiers poèmes, ça s'appelait « Rester vivant », je crois, de Houellebecq. Et qu'il avait eu cette expo au Palais de Tokyo. Alors il y en a un qui Hirschhand fait Flamme éternelle et l'autre fait Rester vivant. Et Boltanski fait Faire son temps. Non mais voilà, donc c'était vraiment une façon de dire que je me suis même moi-même épaté. C'est la petite partie un peu de fiction que je me suis autorisé à la fin du livre en disant on peut tout faire en écrivant. Il résidait à Michel Houellebecq résidait à quelques encablures dans une tour du 13e arrondissement. Les joueurs du PPPP 13, Pétanque Poterne Peuplier Paris 13, se souviennent encore de lui, l'homme à la parka grise. Il venait se réfugier à la buvette, accolé au mur du cimetière les soirs d'hiver avec son sac en plastique dans les mains. Un jour, je l'ai croisé à la gare de l'Est. Et il m'a fait peur, quoi. Ouais. Parce qu'il avait vraiment cette silhouette avec les paquets de clopes, le machin, le truc. Et il m'a fait sursauter, en fait. Je l'ai pas connu. Et vraiment, voilà.
Et aussi, ce qui m'embête, vous voyez, même le titre de son dernier livre, là, Anéantir. Après Oui. soumission. Après, et je trouve que c'est... Je dis par rapport à l'époque qu'on traverse, d'appui là, c'est quand même... voilà, enfin, je me dis, c'est un peu... en ce moment, je me dis, de la part de l'écrivain ou de l'artiste, machin, je me dis, à un moment donné, il faut plutôt donner de l'énergie aux gens, quoi. Et aller du côté du désespoir, c'est un peu... et c'est ce que j'ai appris aussi dans les pompes funèbres, vous voyez, c'est pas, en me cognant à ça, et ben j'en ai retiré une vitalité de dingue. De la vitalité, quoi. C'est voilà, alors que des fois dans les galeries, les white cubes, les machins, ça pue la mort, quoi. C'est ce que je dis aussi à la fin, je me venge un peu. Et je dis, ça pue la mort, quoi. Ça pue le truc aseptisé, le machin, et même les gens, c'est des morts vivants, quoi. Alors que les obsèques en Géorgie, ça déborde de vie, quoi. Et on a le droit de pleurer, de crier, de machin, truc, c'est la purge. Mais il faut que ça sorte, quoi. Si ça sort pas, il y a des endroits pour ça. Voilà, après, on va chez le psy, mais tout ça. Bah oui. Voilà, mais ça coûte cher. Et c'est tout ça parce qu'on souffre trop de solitude. Voilà, c'est juste ça, quoi. Donc voilà, donc Houellebecq, je sais pas du tout, là encore, c'était un peu... C'était la figure de tuer le père, là. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Allez-y, allez-y. Mais merci beaucoup. Vous pouvez le fait que vous passiez des ponts entre cette question de la mort et de mort, vous mentionnez là, avec l'art contemporain et l'art moderne. Et en fait, je voulais savoir si dans votre écriture, enfin, quand vous avez écrit le roman, les références que vous donnez, parce qu'au fur et à mesure, c'est ça que j'ai trouvé, c'est que vous mettez plein de références à l'art, à la littérature, etc., au fur et à mesure, et qu'il y a même aussi une réflexion sur la vie, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu pendant l'écriture, ou est-ce que ça vous a nourri quand vous étiez... Là, je livre tous les... Comme j'avais amené, vous voyez, des livres ici, c'est tous des livres qui m'ont vraiment aidé à moi à me construire, avant même de savoir que j'allais travailler les pompes funèbres. C'est des livres qui m'ont vraiment aidé à... Parce qu'en fait, j'ai écrit ce livre un peu aussi en me disant peut-être que tu n'en écriras qu'un, quoi. Donc j'ai mis un peu... Alors c'est vrai que les éditeurs, là, ils m'ont dit « Arrête avec tes citations, tes machins, ton Foucault, ton truc, ton Ponge, ton machin, réduis, c'est ta pensée à toi qui nous intéresse. » Mais moi, c'était presque aussi par... j'avais besoin de citer mes sources, de dire, voilà, y a la majorité qui sévit en soi, je l'ai trouvé chez Ponge, par exemple. Vous voyez, ça, c'est des... où je l'ai... Après, je l'ai fait bien, mais je veux dire, j'avais besoin de mettre ces balises, mais c'est parce que j'étais comme ça. Maintenant, mais tout il y a toujours... C'est pas du tout déballer sa bibliothèque pour faire savant ou pour faire chic ou pour. C'est juste que c'est des livres, sincèrement, qui m'ont. C'est un geste d'amitié. C'est des livres que j'aurais envie de vous offrir si on passait une soirée ensemble à discuter autour d'une bière. C'est juste. C'est aussi pour ça que j'ai tenu à une forme orale dans le livre et une forme d'adresse au lecteur, lui parler un peu comme un ami en fait. Et quand on partage une relation amicale, et ben voilà, on peut échanger ça, ces livres comme ce livre-là, voilà, c'est vrai que j'ai plein d'amis le lisent. Votre attention, s'il vous plaît. Dans le cadre de la semaine des langues vivantes, la bibliothèque organise un café langue. C'est pas joli. Vous pouvez venir seul ou à plusieurs, discuter dans la langue que vous souhaitez. Des locuteurs natifs sont présents pour parler en anglais, en français langue étrangère, en arabe ou en espagnol. Le café dure jusqu'à 19h ce soir, en salle noire. Merci, mais attention. Je vais de passer à la phase goûter. C'est comme après les Merci obsèques, il y a manger. Merci beaucoup François Durif, Merci à vous. merci à notre cher public et on se retrouve autour d'un verre.